Bonjour à tous et bienvenue à tous qui nous regardez. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet du carbone en agriculture. Je suis Lise-Laure Martin, directrice d'Agronov, un pôle d'innovation en agroécologie basé en région Bourgogne-Franche-Comté. Et notre mission est d'accélérer le transfert des transitions agricoles en créant du lien entre les acteurs du monde agricole et les entreprises qui sont capables d'innover. Nous avons remarqué que sur le sujet du carbone en agriculture, les acteurs agricoles allaient de plus en plus s'emparer du sujet et accompagner vraiment les agriculteurs au niveau du carbone. Par contre, du côté des entreprises, on se questionne sur leur capacité à financer les crédits carbone agricoles. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui avec nos 4 adhérents d'Agronov qui sont là pour en discuter. Et je vais commencer par toi, Martin. Tu es responsable data au sein de l'Union des coopératives Alliance BFC. Peux-tu nous dire quel est ton métier et comment tu travailles le sujet du carbone en agriculture et puis également la vision que peuvent avoir les agriculteurs sur le terrain? Merci beaucoup Lise-Laure. Bonjour à tous. Alors oui, donc je travaille au service R&D de l'Alliance, donc une union de 3 coopératives de Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, le dossier du carbone, il est venu assez naturellement. On en a déjà discuté tous ensemble et c'était intéressant justement de préparer les échanges parce que c'est un dossier qui va avec une stratégie plus globale d'adaptation au changement climatique. Donc finalement, le dossier du carbone, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui accompagne notre stratégie générale. Ça se résonne avec les agriculteurs, mais aussi avec l'aval. En fait, il y a une forme de cohérence à trouver avec toute la filière. Donc les coopératives, elles ont choisi de s'orienter sur 4 axes. En fait, il y a le premier axe qui est l'axe agriculteur. Donc, finalement, quelles solutions de diversification on peut proposer à nos agriculteurs? C'est pour ça qu'on travaille les dossiers agri-énergie. Je pense à la méthanisation, à l'agri-photovoltaïsme. Les dossiers nouvelles cultures, finalement, quelle culture on peut envisager demain et ça va avec quelle filière on aura demain. Donc ça, c'est un sujet qu'on travaille avec nos agriculteurs et donc on évalue des bilans carbone dans le cadre de cette projection, c'est-à-dire où j'en suis aujourd'hui, où je serai demain si je fais ces choix stratégiques. Donc on simule des changements. Il y a une partie liée aux filières, et ça c'est vraiment un boulot un peu historique des coopératives, mais on travaille avec nos clients de l'aval qui ont des demandes sur des filières bas carbone, puisque c'est une demande sociétale forte. Et donc, on a une réflexion autour de comment une tonne de blé bas carbone peut être valorisée sur un marché. Et donc ça, c'est important. Ça pose la question du partage de la valeur. Aujourd'hui, on dit beaucoup que les agriculteurs sont souvent exclus de cette valeur. Comment on pense les choses pour que ça remonte à l'agriculteur qui fait l'essentiel des efforts sur une filière blé. Les 3/4 de l'empreinte carbone d'une baguette de pain, c'est le blé et l'acte de production du blé. Il y a un axe qui est vraiment lié à la RSE de la coopérative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux autres de faire des efforts si la coopérative elle-même ne réfléchit pas à ses process, ses consommations d'énergie. On installe des panneaux solaires sur différents sites. Il y a Dijon Céréales, c'est 80 sites sur le territoire de la Côte d'Or. Il y a plus de 150 sites à l'échelle de l'Alliance. On peut mettre des panneaux solaires sur des sites pour décarboner aussi notre consommation d'énergie. Il y a une réflexion sur les flux. Je pense à la logistique. Une coopérative, il y a beaucoup de logistique, donc il y a une réflexion là-dessus. Il y a une réflexion sur nos process de traitement du grain, où on cherche à être plus efficient. Et puis le dernier axe, c'est un axe qui est plus territoire, où là on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs d'un territoire pour avoir une forme d'alignement et une cohérence. On n'en parle pas encore trop, mais je pense qu'on va vers ça, une forme de RSE territoriale. C'est quoi le taux d'autonomie énergétique d'une région, d'autonomie protéique, et tous ces dossiers-là sont liés. Voilà pour moi. D'accord, donc le carbone est intégré vraiment de manière complète dans l'ensemble des dossiers, dans une réflexion stratégique globale. Mais il y a également une demande des agriculteurs que vous avez observée. Amandine, vous êtes responsable environnement au CERF France BFC. Est-ce que vous avez la même observation avec les agriculteurs que vous accompagnez? Et puis, qu'est-ce que le CERF France fait également avec les agriculteurs? Merci Isidore, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, déjà en quelques mots présenter CERF France BFC. Donc CERF France BFC, c'est un cabinet de comptabilité et de conseil donc pour les entreprises agricoles, mais aussi d'autres métiers que la partie agricole, donc des métiers de l'artisanat, du commerce et des services. Donc au niveau de notre entreprise, on a souhaité accompagner nos clients dans la transition agroécologique. Et de ce fait, on a choisi de créer un pôle environnement, donc qui comprend aujourd'hui 6 personnes, qui sont réparties sur nos 4 départements, donc les 4 départements qu'on couvre, l'Yonne, la Côte d'Or, la Haute-Saône et le territoire de Belfort.
Donc, nous, la création de ce pôle est liée aussi à l'enthousiasme qu'on a constaté de la part de nos clients pour travailler ces notions agro-environnementales, agroécologie, au-delà des obligations réglementaires qu'on peut voir par exemple sur la PAC, sur la conditionnalité, vraiment au-delà de tout ça. Et bien sûr, du fait de notre cœur de métier initial, les clients nous interrogent et bien sûr que nous, on fait le lien aussi avec la partie économique. Donc raisonner l'environnement, c'est une chose, mettre en parallèle la partie économique est une autre chose, mais les deux sont fortement liés. Je voulais aussi souligner quand même, au-delà de l'enthousiasme de nos clients, l'engouement de nos clients, il faut aussi souligner que dans notre région, la région Bourgogne-Franche-Comté, on a la chance d'avoir le conseil régional qui participe au financement de ces travaux. Et ça, voilà, c'est pas dans toutes les régions en France. Donc ça nous aide aussi, ça aide l'agriculture, ça aide les organismes autour pour promouvoir et développer cette vision au niveau du conseil. Donc vous parlez d'enthousiasme et évidemment d'une réflexion qui doit se faire au niveau économique aussi de l'exploitation. Est-ce que justement il y a des freins qui peuvent être observés soit à l'échelle d'une coopérative ou à l'échelle d'une exploitation ? Martin ? Je vais reprendre un exemple récent. On a été chez Hectare il n'y a pas longtemps, donc, qui est une structure justement de formation, un peu d'accompagnement d'exploitation dans une réflexion un peu plus systémique qui intègre justement des indicateurs agro-environnementaux. Et je trouvais ils ont un sujet très intéressant. Ils ont une salle d'immersion où en fait il y a une baguette de pain qui est projetée sur un écran. Et cette baguette de pain, on voit la valeur, ce qu'on discutait tout à l'heure, hein, la valeur de ce que représente la production du blé dans le prix de la baguette et l'empreinte carbone. Et je trouve que le frein principal, c'est ça. Aujourd'hui, on dit qu'un crédit carbone, pour qu'il soit à l'origine de la stimulation d'un changement sur l'exploitation, il faut qu'il vale 70 €. On est loin des 70 €, on est plutôt à la moitié, on est plutôt entre 30 et 40 aujourd'hui. On ne peut pas juste se dire, allez, avec 35 € pour un crédit carbone, les agriculteurs vont faire un changement. Déjà parce que ça remet le carbone comme une finalité, et c'est pas ça l'idée, c'est bien ce que tu évoquais, c'est l'idée de dire on veut la robustesse, on veut des choses cohérentes économiquement, et le carbone c'est un point d'entrée vers les services environnementaux au sens large. Il y a une urgence sur le carbone, certes, par rapport à tous les enjeux qu'on connaît, mais c'est bien qu'un point d'entrée, c'est quelque chose de connexe à des projets qui sont déjà cohérents de base. Voilà. Donc le frein, il est surtout économique. Nous, c'est le premier frein qu'on voit, d'où l'intérêt d'aller chercher la valeur à différents niveaux pour financer tout ça. Ça a une valeur, ce service. Ouais. La valorisation. Donc Amandine, vous partagez ? Oui, tout à fait. Comme le disait Martin, il y a aussi des freins. Ces freins économiques sont quand même importants pour nos clients agriculteurs. Nous, ce qu'on a beaucoup constaté aussi, c'est qu'on a accompagné des clients qui ont déjà mis en place beaucoup d'actions. Alors peut-être dans le sens économique, mais aussi dans le sens de l'amélioration de l'empreinte carbone de leur structure, parfois sans l'avoir forcément libellé comme ça. En tout cas, des actions ont déjà largement été mises en place chez nos clients pour réduire l'empreinte environnementale de leurs activités. Et un des freins du label, lié vraiment inhérent au label bas carbone, c'est l'impossibilité effectivement de valoriser ces actions qui ont déjà été mises en place et qui ont déjà porté leurs fruits. D'accord. Merci Amandine. Thomas, à vous la parole. Vous êtes fondateur de Stock CO2, une entreprise mandataire de crédit carbone. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites et le rôle justement des mandataires ? Oui, merci Lisa. Bonjour à tous. Stock CO2, donc notre société est mandataire auprès du label bas carbone. Ce que ça signifie, c'est que le rôle du mandataire, je le décompose facilement en deux missions très distinctes. La première, elle est d'accompagner une exploitation ou un groupe d'exploitation dans la labellisation de son projet, donc de son projet de changement, auprès du ministère de la Transition écologique qui porte le label bas carbone. Et donc ce travail est plutôt administratif, je dirais. Et la deuxième grande moitié, on va dire, de notre boulot, c'est de trouver surtout les financeurs, en fait, de valoriser, de trouver de l'argent pour financer ou cofinancer, je pense que le terme il est plutôt de cofinancer aujourd'hui, cette transition, donc ce plan d'action, en cherchant des entreprises et en jouant ce rôle de tiers de confiance entre une entreprise qui souhaite avoir une action concrète sur un territoire et un agriculteur, ou en tout cas un porteur de projet,
au sens large, qui souhaitent mettre en œuvre des actions de façon volontaire, dont le plan d'action ne va pas forcément être entièrement financé par la valorisation du crédit carbone, mais qui s'inscrit, je pense que je rejoins complètement Martin et Amandine là-dessus, dans un projet plus global. En fait, on n'entre pas par le carbone. Le carbone est une source de financement parmi les autres, et le carbone n'est pas la finalité, c'est simplement un des leviers environnementaux qu'on sait mesurer aujourd'hui. Et sur lequel les entreprises peuvent acheter, et ça peut être une crainte justement des organisations professionnelles qui accompagnent les agriculteurs, et donc des agriculteurs derrière. Est-ce qu'on trouve systématiquement des acheteurs ? Je vais répondre oui. Oui. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une entreprise qui vient financer un ou des projets, elle n'est pas là sur une sorte de bourse où elle achète et revend des crédits carbone. En fait, elle vient financer un projet qui viendra générer des crédits carbone. Et en fait, ce qui est au cœur de son action, c'est le projet. Donc le projet, il faut le présenter, il faut lui expliquer. Ça demande beaucoup de transparence aussi. Je pense que c'est la clé d'une confiance et de la formation progressive du label bas carbone et des marchés de la compensation de carbone volontaire, c'est la confiance entre les acteurs, donc entre les acheteurs et les porteurs de projets. Donc, le porteur de projet doit être rassuré sur le fait qu'il aura bien de l'argent, donc quand on trouvera un acheteur. Oui. Mais ça, je pense que pour le coup, en 4 ans, on a toujours eu de notre côté plus d'acheteurs de crédit carbone que de projets. Aujourd'hui, on travaille avec 150 entreprises ou acteurs publics et on est toujours dans cette même dynamique, donc je ne suis pas très inquiet. La condition pour qu'une entreprise s'intéresse à un projet, c'est qu'on lui explique, tout simplement. D'accord. Ça fait le lien avec la manière dont les agriculteurs peuvent percevoir ce crédit carbone. Ça a été au départ vu comme peut-être un outil de diversification de revenus au sein des exploitations. Est-ce que c'est toujours le cas 3-4 ans après l'appel à projet Bon Diagnostic Carbone qui a été porté par l'ADEME ? Oui, donc effectivement, la vente des crédits carbone, c'est vraiment un moyen d'avoir, d'aider, on va dire, les agriculteurs à la transition. Je pense qu'il y a quelque chose, par contre, donc derrière, mais c'est ce que disaient autant Thomas que Martin tout à l'heure, il faut absolument que les agriculteurs puissent travailler en amont de s'engager sur de la vente de crédit carbone, travailler leur diagnostic initial et le plan d'action, les leviers qu'ils vont mettre en œuvre. Parce qu'en fait, parler d'un prix à la tonne, c'est une chose, mais connaître quel est le prix de revient, si on a de l'action mise en place sur la structure, l'action qui rentre dans le plan d'action pour réduire l'empreinte environnementale, c'est pour moi le cœur du sujet aujourd'hui, et c'est effectivement comme ça que nous, en tout cas chez Serre France BFC, on aborde les projets. Alors, moi je voulais quand même revenir sur, d'après les diagnostics réalisés par mon équipe, on a extrait en fait trois types de leviers. Donc des leviers plutôt qu'on met en place de manière annuelle, qui se mettent en place assez rapidement. Un autre type de levier qui est une réflexion complète, une refonte complète d'un système de production. Donc qui nécessite effectivement d'être prêt psychologiquement, déjà avant de parler de l'aspect économique de la chose, d'être vraiment prêt et d'avoir réfléchi sa stratégie d'entreprise. Et donc effectivement, quand on refond un système complet, ça nécessite un certain temps d'adaptation. Donc ça, c'était le deuxième levier. Et bien sûr, troisième type de levier, c'est les leviers qui nécessitent de l'investissement, notamment, par exemple, du matériel. Et qui là, les questions qui se posent derrière, c'est quelle est la capacité de l'entreprise à investir et est-ce que cela correspond, est en lien avec les objectifs stratégiques du ou des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver à vraiment cerner les leviers et l'impact de ces leviers. Est-ce qu'on est prêt à les mettre en place ? Combien ça va me coûter en euros et qu'est-ce que je vais devoir mettre en place ? Est-ce que je suis prêt à changer ? Et effectivement, Martin en parlait tout à l'heure, mais nous, il nous est très difficile de trouver, en tout cas les prix moyens, de dire les leviers pour générer, en tout cas réduire les émissions, augmenter le stockage carbone en agriculture. Les leviers, ils sont différents.
qui sont impliqués différemment d'une entreprise agricole à l'autre. Et c'est pas possible, c'est très compliqué d'avoir une moyenne. On a une fourchette très très large, d'où l'importance de déjà travailler sur son dossier, sur ses leviers d'action, sur les coûts à mettre en place, et ensuite effectivement réfléchir, si on veut y aller, à la valorisation. Et là, on se tourne effectivement vers un mandataire comme Stock CO2 représenté par Thomas ce matin. Merci. Donc, on retient vraiment le coût de la transition et cette diversification, cette diversité des leviers qui peuvent être mis en place. Il n'y a pas de généralité, pas de solution unique. Thomas, vous nous avez dit que l'important, c'était de présenter les projets aux entreprises. Par rapport à ce que vient de dire Amandine, est-ce que les entreprises se rendent compte des efforts qui sont faits au sein des exploitations pour la transition bas carbone par les agriculteurs, et quelle est leur vision en fait de cette transition? Je ne ferai pas de généralité sur les entreprises, mais de manière générale, on constate que nos interlocuteurs dans ces entreprises, ou d'ailleurs chez les administrations, dans les administrations publiques, sont très demandeurs de comprendre qu'est-ce qui va être mis en œuvre, pourquoi, la finalité plus globale que le carbone, justement. Donc on rejoint sur cette stratégie de durabilité, résilience, on met le mot qu'on veut dessus, mais comment demain on a une exploitation qui produit malgré le changement climatique, qui vit décemment, parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc les entreprises sont très volontaires pour comprendre ça. Faut se dire aussi qu'aujourd'hui, une entreprise qui finance un projet en France, elle le fait à un coût qui est souvent 10 fois supérieur au fait de financer un projet international. Donc elles font d'ores et déjà cet effort-là. Il n'est pas suffisant pour couvrir tout. Ça dépend des leviers. Amandine le disait très bien. En fait, c'est selon la situation de chaque exploitation, on a des coûts de mise en œuvre qui peuvent être drastiquement différents. Et le point central pour une exploitation, pour revenir là-dessus, c'est qu'un diagnostic bien posé, c'est un plan d'action qui se déroule bien. Si le travail en amont n'a pas été suffisamment abouti, on s'expose, et les entreprises qui financent s'exposent à des risques. Donc c'est vrai que c'est pour nous très très important toujours de nous appuyer sur les acteurs qui sont sur le terrain, donc qui connaissent les exploitations, qui savent ce dont elles sont capables, ce qu'elles ont, ce qu'elles peuvent faire, qui peuvent aussi mesurer l'ambition qui peut être modulée dans le plan d'action, et qui permet in fine de l'engager à faire ce petit effort supplémentaire. D'accord, merci. Patricia Delia, animatrice du réseau régional RSE à la région Bourgogne-Franche-Comté, m'a fait part que les entreprises qui font partie de ce réseau se questionnent beaucoup sur leur décarbonation de leurs propres activités, mais ne questionnent pas encore vraiment sur justement ce côté de financer des crédits carbone pour compenser une part qu'elles ne pourraient pas réduire elles-mêmes dans leurs activités. Le CERF France BFC accompagne aussi des entreprises non agricoles. Est-ce que vous avez la même observation, Amandine ? Oui, on partage également le constat. On a effectivement des clients qui sont dans les métiers du transport ou du bâtiment, qui nous ont interrogés, qui ont interrogé leur interlocuteur CERF France BFC sur des sujets carbone, mais plutôt dans la vision de leur décarbonation à eux, ou de en tout cas leur bilan déjà aujourd'hui à eux, puisque ça va devenir, par exemple, je prends l'exemple des marchés publics, mais ça va devenir une des pièces à fournir quand on répond à un appel d'offres marché public. C'est vrai que ce sont deux démarches complémentaires, décarboner ses activités et pouvoir compenser en parallèle. À Grenoble, on a organisé une visite d'exploitation bas carbone en septembre, justement pour pouvoir donner un lieu physique sur la rencontre entre agriculteurs et entreprises. Est-ce que vous en faites aussi chez Stock CO2 ? Est-ce que c'est une demande des entreprises que vous accompagnez ? Oui, c'est une demande quasi systématique d'ailleurs. L'entreprise, elle veut comprendre ce qui se fait. En fait, il faut mettre un visage et quelque chose de concret sur le terme de crédit carbone, parce que sinon ça fait très éthéré, ça fait presque fictif. Donc il faut qu'on redescende d'une tonne de CO2 évitée ou réduite à la manière dont c'est fait, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui agit sur un territoire qui permet de réduire. Et en fait il faut se reconcentrer là-dessus.
D'accord. Les agriculteurs aussi sont volontaires pour accueillir les entreprises dans leurs exploitations et leur expliquer un peu ce qu'ils font sur le terrain? J'ai été très surpris d'une réunion qu'on a organisée au printemps pour parler carbone et plus globalement de l'agriculture multiservice et de la valorisation des services environnementaux. Sur une soixantaine d'invitations, il y avait plus de 50 agris. Donc, ils ont tous répondu favorablement parce qu'ils se questionnent beaucoup sur tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, soit on voit les choses où c'est le réglementaire qui nous rattrape et on est toujours dans la contrainte, soit on est acteur de ce changement-là et on va vers une co-construction, une forme de concertation, force de proposition. Et je pense que les gens ont envie d'être constructifs maintenant parce que sinon on peut se morfondre sur la situation ou se dire on va de l'avant, qu'est-ce qu'on propose, en quoi c'est cohérent. Voilà. Amandine, vous avez le même constat? Oui, tout à fait. Donc nous, l'idée effectivement chez Serre France BFC, c'est qu'on soit attentif à la notion de proximité quand on parle de vente de crédit carbone. Et je pense que c'est complètement en lien avec nos territoires. Je veux dire, les entreprises sur nos territoires sont constituées de personnes physiques qui vivent sur nos territoires. Donc je pense que cette notion de proximité, alors plus ou moins grande, mais en tout cas de proximité et de connaître l'origine est importante. D'autant plus que effectivement nos clients également nous questionnent sur qu'est-ce qui intéresse dans les crédits carbone qu'on propose, qu'est-ce qui intéresse les entreprises. Ils sont curieux effectivement de savoir pourquoi les entreprises s'intéressent à ces crédits carbone et ce qu'elles en attendent derrière. Et je pense que ces indicateurs-là sont plutôt bons signes pour développer les liens entre les entreprises qui achètent des crédits carbone et les agriculteurs qui génèrent des crédits carbone. Donc finalement, tous les trois, vous vous rejoignez pour dire qu'il y a quand même des rencontres qui se font entre entreprises, agriculteurs, des intérêts communs et justement des projets qui sont financés, des projets qui sont créés par les agriculteurs. On va passer maintenant à la partie peut-être un peu plus sur les leviers qu'on peut mettre en place pour accélérer cette rencontre. Et on accueille Mathias, qui est responsable Smart Agriculture au sein du groupe Orange. Qu'est-ce que vous pensez des discussions qu'on a eues jusqu'à présent et en quoi Orange est impliqué dans ce sujet? Bonjour Liselore, bonjour à tous. Orange, alors l'entité dans laquelle je fais partie, Orange Business, on est impliqué dans la transformation numérique des entreprises. Donc, et on accompagne de façon sectorielle ces transformations. Sur l'agriculture, on fait des efforts pour aller accompagner ces entreprises sur le secteur. Et voilà, on participe aussi de façon surtout indirecte sur un apport de technologie pour faciliter ces transformations. D'un point de vue du groupe aussi, je vous rejoins dans vos échanges. Orange, bien sûr, en tant qu'entreprise, s'est engagée au travers de sa RSE à réduire son empreinte carbone. Elle pense atteindre une réduction de 30% d'ici 2025, c'est ce qui est annoncé. Et des efforts sont faits de façon très importante sur les changements de pratiques, à la fois de par les employés, le choix des technologies qui sont faites aussi sur les réseaux, sur les plateformes. Et ça va même beaucoup plus loin, puisque je rejoins ce que tu disais, on voit de plus en plus apparaître aussi dans les cahiers des charges la demande à apporter des éléments justement d'empreinte carbone des services que l'on apporte sur le marché. Donc il y a un effort aussi de communication qui sont faites justement, un effort à la fois de sourcing sur cette décarbonation, un effort aussi de conception, donc de changement de méthodologie pour que ces services soient beaucoup moins consommateurs en termes de carbone. C'est ce qu'on appelle de l'éco-conception. Et puis, d'aller chercher aussi des terrains de jeu sur lesquels on va apporter de la valeur. On l'a fait au travers d'une entreprise avec qui on fait une co-innovation, qui est la société AgData Hub, dans laquelle on fournit un certain nombre de services et qui vont accompagner aussi le secteur agricole au travers différentes transformations, dont aussi les transformations pour la décarbonation. Donc je vois deux tendances aussi sur ce marché. Une tendance qui est assez généraliste, d'aller un petit peu comme le fait
ton entreprise, sur d'aller chercher au travers d'un rôle de mandataire des financements. Et je le vois aussi au travers d'autres acteurs qui vont chercher à intégrer cette valorisation de l'apport de décarbonation directement dans la valorisation de leur production. Donc c'est plutôt une méthode intégrée. Donc je le vois au travers de certains projets, entre autres dans l'oléagineux, par le projet d'Oléose, par exemple, et puis voilà, d'autres méthodes plus généralistes. Donc voilà, il y a un foisonnement, mais certainement aussi encore des questions. On a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, un peu d'amener. Un label existe, il y a un début, il y a certainement encore des évolutions à apporter pour justement rémunérer ceux qui ont fait l'effort ou ceux qui vont comment maintenir l'effort de ces nouvelles pratiques. Donc il y a encore du chemin à faire. Sur les risques que je pressens, c'est dans les acteurs que j'ai pu rencontrer, d'un point de vue technique, ce qui moi m'a interpellé, c'est la gestion des preuves, c'est des sujets sur lesquels on travaille, sur l'identité des entreprises, sur la gestion des consentements. Donc, ce qui permet justement aux sources de données, aux agriculteurs d'aller partager les données qu'ils ont déjà saisies, éviter les ressaisies, éviter... voilà. Donc, tout ça, ce sont des démarches qui vont améliorer aussi leur quotidien. Mais ce que je pressens, c'est aussi un manque de gestion sur les preuves qui vont être importantes, puisque certains projets vont durer 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, surtout en sylviculture. Donc il va falloir quand même gérer ces preuves dans le long terme pour éviter des désagréments, si possible, sur le marché qui est naissant et qui a besoin de se renforcer. Ouais. Thomas, sur cette gestion des preuves, est-ce que c'est une question que les entreprises te posent comment elles ont confiance en ce label? En fait, c'est le point central. Le point central pour que le marché marche, c'est la confiance. Et donc, la preuve, c'est le premier point. Donc, sur un projet label bas carbone, mais surtout projet finalement carbone, on a une étape amont qui va jusqu'à la labellisation du projet, qui est en fait son point de départ. Et donc, autant nécessairement, il y a déjà eu une vérification sur l'amont, autant il faut la maintenir, cette vérification, et de façon la plus serrée possible, de manière à pouvoir fournir à l'entreprise et puis demain à l'auditeur la preuve que le projet il est bien fait exactement comme c'était prévu, ou s'il y a des décalages, comment ils sont enregistrés. Il faut simplement arriver à bien moduler la dose entre le reporting qu'on va réclamer à un agriculteur, complémentaire à ce qu'il fait déjà, ou, et c'est l'idéal, arriver à remonter des informations qu'il a déjà saisies par ailleurs pour fiabiliser l'avancée de son plan d'action. C'est plutôt cette approche qu'on adopte. Et par ailleurs, je pense que c'est une pratique qui va tendre à se généraliser. Au-delà même du nombre de crédits carbone qui pourrait être généré par un projet, de notre côté, on prend toujours une marge de sécurité de l'ordre de 30% pour qu'on puisse absorber ne serait-ce que des aléas, au-delà même du simple fait qu'on ne vérifie pas tout le temps. Il y a aussi des choses qui sont indépendantes de la volonté de l'agriculteur. C'est vrai que le retour de conseillers qui doivent être formés à l'outil pour réaliser les diagnostics carbone et qui derrière peuvent mettre 1, 2, 3 jours parfois au départ à réaliser les diagnostics d'exploitation, ça peut paraître un peu lourd. Pour les agriculteurs, quel est le risque par rapport à cette demande ultra de traçabilité? Martin? Alors là, tu touches vraiment à un point sensible. C'est sûr qu'un bilan carbone, ça consomme énormément de données. Pourquoi ? Parce que chaque action, chaque intervention a une empreinte carbone. Donc si on veut vraiment faire un bilan complet, il faut être capable de tracer tout ça. Aujourd'hui, l'approche qu'on a mis en place au sein de l'Alliance, c'est nos conseils d'administration qui l'ont décidé. Ils ont monté une équipe data au sein de leur service R&D mutualisé. Et donc, c'est 6 data analystes qui travaillent sur un data hub. Donc,
déjà le premier point, c'est la logistique data. Être capable de se brancher aux outils, de les faire se parler entre eux, c'est très important. Et puis ensuite, comment on automatise tout ça au maximum pour, on va dire, faire en sorte que les allers-retours soient le plus efficaces possible et surtout éviter d'avoir de la ressaisie bête qu'on pourrait facilement éviter. Donc déjà enlever les épines du pied au maximum. Aujourd'hui, un cahier des charges moyen, on fait de la validation de conformité filière, un cahier des charges moyen, c'est 150 à 200 critères. Un bilan carbone, c'est encore plus. Aujourd'hui, voilà, on a ce qu'on appelle des moteurs de règles, des matrices de décision qui permettent de passer la traçabilité agriculteur par le prisme de cette matrice et de savoir les niveaux de conformité ou de non-conformité qu'on peut avoir. L'avantage, c'est que c'est réactif. C'est-à-dire qu'on applique un vieux principe qui est assez vulgaire, mais on parle de la loi de l'emmerdement minimum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un agriculteur saisit tout ce qu'il fait dans son outil de traçabilité, quel qu'il soit, c'est-à-dire que c'est à nous d'être agiles pour respecter son choix d'outils et donc à nous de centraliser la diversité des outils qu'on peut avoir. À partir du moment où il saisit tout du premier déchômage à la récolte, on va ne jamais lui redemander de remettre ça par ailleurs. C'est pas comme ta date de naissance qu'on te redemande 10 à 15 fois dans ta vie, alors que pour le coup, elle ne change pas. C'est le genre de choses qu'on s'engage, c'est un espèce de pacte. On dit si l'agriculteur, tu saisis tout ce que tu fais comme intervention du premier déchômage à la récolte, derrière, il y a une spirale de valorisation de la même donnée qui concerne le réglementaire, le pilotage technico-économique, toute la partie filière. Et puis après, on peut même agréger cette même donnée qu'on regarde à échelle parcellaire à une échelle territoriale pour avoir des approches concertées autour de la gestion de l'eau dans un territoire. Et en fait, c'est la même donnée qui, en fonction du niveau d'agrégation, est vue d'un point de vue différent et valorisée différemment. Et ça, je crois que nos agriculteurs l'ont bien compris maintenant. On stimule quand même cette remontée de données beaucoup plus. Et tu dis valoriser différemment, est-ce qu'il y a un risque de double comptage aussi avec les différents ateliers aussi dans une même exploitation et cette quantité de données ? Oui. Complètement. En fait, ce qu'on prône en parallèle, et ça a été bien redit, c'est la vision systémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils, nous dire il y a un outil pour la partie production végétale, un outil pour la partie production animale, finalement, ils ne se parlent pas entre eux. Non, de base, il faut aussi qu'on soit, entre guillemets, sévère pour, on va dire, désamorcer les potentiels risques qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Ça peut être du recouvrement quand on parle de carbone, du double comptage, mais il y a plein d'autres soucis. Quand on a deux sources de données pour la même information, il y a de grandes chances qu'à un moment ou à un autre, elles se contredisent. Et ça, c'est un vrai point de fragilité pour nos systèmes. Et de toute façon, on ne peut pas se permettre ça. Il faut être très rigoureux quand on fait de l'analyse de données, de toute façon, ou de la donnée en général. Merci. Donc analyse, traçabilité, beaucoup de données. Mathias, quels sont les freins peut-être technologiques liés à toute cette traçabilité et également les opportunités de développement ou les solutions qui existent déjà pour y répondre ? Il y a déjà beaucoup d'opportunités puisque, comme je mentionnais tout à l'heure, Orange Business est une entité qui a une spécialité aussi dans la data. Donc, c'est une chance aussi d'apporter des outils aujourd'hui qui sont matures sur ce marché. Et puis tout le développement qui a été fait, comme j'en ai parlé avec AgData, mais c'est en lien aussi avec l'évolution réglementaire européenne, du Data Act, le consentement. Voilà, sur la gestion des consentements, des identités. Justement, enfin, ça rejoint ce que tu dis, c'est vraiment faciliter aussi, fluidifier les échanges et limiter les ressaisies, limiter les erreurs. Donc tout ça, bien sûr, après il y a la partie traitement, indicateur, enfin, il y a énormément d'étages possibles. Et enfin, Orange Business est assez bien positionné aussi pour accompagner sur de nombreux sujets, puisqu'on va de la collecte de données, des outils, que ce soit des objets connectés, on discute aussi avec les robots agricoles. Donc les sources de données sont très vastes, très variées, et elles se multiplient pour des raisons aussi de réduction de ressources. Et on peut aussi, tout au long de la valorisation de cette chaîne de valeur, intervenir sur la transformation de la donnée, la valorisation, son exposition, le développement d'applications. C'est très très large. Et c'est très croissant. En tout cas, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande de plus en plus importante d'être accompagné par des entreprises sur la gouvernance de la donnée, sur l'implication aussi des entreprises sur leurs propres données. Et il y a un travail important à faire.
aujourd'hui. Ouais. Et tu as parlé de sources de données. On a compris que les agriculteurs devaient saisir leurs opérations. Est-ce que l'imagerie satellite peut aussi venir compléter des informations déjà apportées par les exploitants ? Oui. C'est- Oui, il y a pas mal d'entreprises qui font ce type de service pour apporter justement au travers de l'imagerie satellite un certain nombre d'indicateurs sur voilà, leurs besoins, soit en eau, en nitrate, enfin voilà, tout ce genre de... Et Ouais, l'imagerie usage. satellite va pouvoir aussi répondre à cet enjeu de gestion de preuves avec des historiques. Potentiellement aussi, oui. Ouais. Bien sûr, on peut par exemple tracer, si on a besoin, enfin ça répond à un projet qu'on a eu, de tracer les plantations de certaines forêts et qu'elles soient maintenues, et voire étendues. Donc ça faisait partie de contrats qu'on avait où des clients nous ont demandé de surveiller que leurs fournisseurs voilà, respectaient le contrat. Donc ça permet par image d'aller vérifier. On pourrait l'utiliser dans la plantation des haies, on pourrait l'utiliser voilà, pour vérifier que certaines actions ont bien été menées. Ouais. Et trop de surveillance, c'est inquiétant pour les agriculteurs. À votre avis ? En fait, oui et non. C'est-à-dire que ces données, elles appartiennent, bien sûr, elles sont fournies par un service, mais elles sont aussi, elles appartiennent aussi, enfin elles appartiennent, c'est pas une notion de propriété, mais c'est une source aussi qui vient de l'agriculteur. Donc il a aussi son mot à dire sur l'usage qui est en effet de cette donnée. En tout cas, c'est toute l'évolution des réglementations européennes qui est aujourd'hui, qui se met en place, qui vient aussi protéger les sources. On revient à la notion de confiance qui a été évoquée tout à l'heure. Hein. Si quelque chose est construit en concertation et en confiance, il n'y a aucun problème à fournir les preuves nécessaires pour montrer qu'on fait les choses bien, parce que derrière, on valorise le fait qu'on est transparent et qu'on le fait bien. Là où il y a un risque, je reprends un exemple, quand on commence à vouloir filmer des ateliers volailles, on achète une boîte d'œufs et on peut scanner un QR code pour aller voir des webcams et voir les poules et voir l'agriculteur nourrir les poules. La question c'est, la limite, c'est quoi l'utilité de tout ça ? Est-ce qu'il faut vraiment rentrer là-dedans, dans cette surveillance permanente ? Je vais voir ce que fait l'agriculteur. Il faudra qu'on fasse attention à bien équilibrer les choses. Et c'est là où la data est puissante, mais comme toujours, dès qu'il y a des extrêmes, dès qu'il y a des excès, il y a des risques. Après, voilà, il faut construire les choses proprement dès le départ. Ça marche. Mathias, le Crédit Agricole a annoncé le développement d'une plateforme de transaction de crédit agricole. Est-ce que vous pensez que c'est un outil qui va permettre d'accélérer le marché ? Certainement, enfin, c'est au Crédit Agricole Oui. de répondre plutôt à cette question. Mais oui, très certainement. En tout cas, je pense qu'il souhaite se positionner sur la mise sur le marché de ces crédits agricoles, donc d'aller chercher des financements complémentaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait cette action en place. Oui. Thomas, tu as un avis ? Sur ce point, je pense qu'il faut une multitude d'acteurs. Le point d'alerte, je dirais, c'est la multiplication des intermédiaires, parce que plus on en a, moins il y a d'argent pour l'agriculteur. Donc il faut juste trouver le bon équilibre entre l'efficience de la mise en marché et le nombre d'intermédiaires qui sont au passage. On a parlé beaucoup de données, de quantité de données. Bon, ça émet aussi du carbone, tous ces serveurs. Qu'est-ce que Orange met en place pour faire face à ce paradoxe ? Je suis obligée de la poser, cette question. Oui. Elle aurait été dans le fil de questions. Je le rappelais, il y a déjà tout un effort qui est fait par l'entreprise et qui va essayer d'être même au-devant de ce qui a été proposé en France, donc des engagements qui ont été faits en France. Donc ça, c'est déjà un premier signe. Après, il y a toujours une partie de l'effort qui sera certainement à compenser. Et Orange a démarré déjà des projets au travers de la RSE, avec de la sylviculture en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous avez acheté des crédits carbone. Voilà, Okay. où on achète des crédits carbone. C'est également fait. Orange, en tant qu'entreprise et groupe, est présent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Et on développe aussi des actions de ce type un peu partout dans les pays où on est présent. Mais cet effort, évidemment,
il y a d'abord un effort qui est fait par l'entreprise pour réduire son empreinte. Et je pense que la compensation viendra un petit peu plus tard. Donc on regarde ce marché, bien sûr, mais elle sera certainement faite à des moments où cette compensation sera nécessaire pour atteindre ce net zéro. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, décarbonation, compensation de manière logique. Amandine, vous travaillez avec des acteurs de la filière agricole et vous avez aussi des clients non agricoles. Voit-on une différence entre ces deux secteurs d'activité, entre les différents secteurs d'activité, et quelles sont les particularités du secteur agricole par rapport à ce sujet de carbone ? Alors, je pense que tout le monde sera d'accord autour de la table avec moi pour dire que l'agriculture, c'est une filière de confiance. Et je pense qu'il faut partir de ce postulat de base. Donc, l'idée quand même, je regarde notamment Thomas, c'est de donner confiance aux entreprises pour acheter du crédit carbone agricole. Maintenant, il faut qu'on mette des choses en place, on l'a vu tout à l'heure ensemble, mais moi je reviens quand même sur quelques fondements de l'agriculture. On sait que l'agriculture a beaucoup de valeurs, des valeurs sociétales, des valeurs locales, de dimension locale, des valeurs d'emploi aussi dans nos territoires. L'agriculture permet aussi le maintien des paysages, le maintien de la biodiversité, voire le développement de la biodiversité, surtout sur le sujet sur lequel on est réunis aujourd'hui. Et d'un point de vue un peu plus économique, en fait, le monde agricole, les entreprises agricoles, en tout cas, affichent une pérennité plus importante que les autres secteurs d'activité. Ça, c'est important de le souligner. Et puis, je terminerai par une chose qui nous semble naturelle, nous œuvrant dans le milieu agricole, mais c'est mieux en le disant. C'est qu'en fait, l'agriculture, les agriculteurs, la production agricole est au cœur d'un écosystème qui fait travailler des fournisseurs d'appro, des COP, des privés, des fournisseurs de conseils, des fournisseurs de services, on va dire au sens général, banque, conseil, compta, auxquels je pense en premier. L'agriculture fait aussi travailler de la main-d'œuvre dans nos territoires. Et également, le domaine agricole a des clients qui peuvent être effectivement des COP, des privés, mais des clients qui peuvent aussi être des consommateurs finaux. Et je pense que si on aide l'agriculture à cette transition via de la vente de crédit carbone, en tout cas un produit qui arrive sur exploitation lié à la vente des crédits carbone, c'est valable pour l'ensemble de l'écosystème autour de la production agricole. Et voilà, ça embarque d'autres personnes que uniquement les agriculteurs. Et je pense que ça, c'est important aussi, c'est un message important aussi à faire passer aux acheteurs. Et est-ce qu'il y a justement des différences fondamentales entre les agriculteurs et les entreprises au niveau de leurs attentes, au niveau des projets, des écarts qu'on peut observer ? Alors, je pense fort probablement, il y a quelques écarts dans la mesure où il faut être conscient d'une chose, c'est que entre ce que voudra l'entreprise valoriser et ce que voudront afficher les entreprises qui achètent des crédits carbone et les capacités de nos exploitations agricoles à mettre en place des leviers, ces mêmes leviers, on peut avoir un delta. Nous, en tout cas, chez Serre France BFC, notre manière de travailler est la suivante. On fait un diagnostic, mais l'idée est de co-construire, d'accompagner nos clients à réfléchir à des leviers d'action. Il n'est pas bon, on sait qu'il y a peu de chances que ce soit appliqué si on impose. En tout cas, aujourd'hui, étant donné qu'on est dans un marché volontaire, si on impose des choses aux agriculteurs, on sait qu'on a quand même beaucoup de chances pour qu'elles ne soient pas mises en place ou pas mises en place de cette manière-là. Donc il faut vraiment être dans la co-construction, dans la réflexion, et c'est tout l'enjeu des organismes qui accompagnent les agriculteurs à la mise en place d'actions et dans le cadre du label bas carbone et de la décarbonation. Merci. Mathias, au niveau d'Orange, vous me disiez que dans vos appels d'offres, vous intégrez cette dimension carbone ? Oui, de plus en plus, oui. Elle est demandée par nos clients. Comme on en parlait tout à l'heure, elle est de plus en plus demandée par nos clients. Donc, il y a une répercussion aussi sur à la fois nos fournisseurs, sur laquelle on va aussi associer l'empreinte carbone
de leurs services ou de leurs équipements, et on va améliorer aussi notre propre empreinte, que ce soit sur le stockage des données ou sur le fonctionnement de nos services, par de l'éco-conception, par des méthodologies qui vont réduire la consommation énergétique au quotidien. Thomas, ça vous inspire quoi, ces appels d'offres avec des critères environnementaux et carbone? Alors, pour le coup, la raison pour laquelle on a créé Stock CO2 avec mes deux associés, c'est ça. En fait, avant de créer Stock CO2, je travaillais chez un aménageur urbain et c'était la première fois qu'on était confronté à un cahier des charges imposé par une collectivité qui nous demandait non seulement d'être le plus exemplaire in situ sur le nouveau quartier qu'on allait créer sur une friche industrielle, et de l'autre côté, d'aller trouver des projets de compensation en local. À l'époque, en 2017, 18, 19, on n'avait pas de solution, pour le dire clairement. À ce moment-là, le label bas carbone sort. On se rend compte que cette pression par les appels d'offres, elle est naissante, mais c'est une tendance de fond. Et donc, il manque un peu ce pont et ce tiers de confiance entre une entreprise qui cherche une solution, soit par contrainte réglementaire ou type appel d'offres, soit tout simplement parce que dans le cadre de sa stratégie RSE, on le rencontre aussi dans nos clients. On a un certain nombre de clients qui ne s'autorisent à la compensation que s'ils sont en ligne avec leur trajectoire 1,5 degré. Et donc, c'est une sorte d'incentive pour les équipes si à la fin de l'année, elles ont tenu leurs objectifs de réduction, et donc ils déclenchent la compensation en parallèle. Sinon, ils ne le font pas. Donc, de ce côté-là, on a vraiment cette demande des entreprises qui est d'abord sur la réduction et en dernier lieu la compensation. Et au niveau de l'évolution, vous me disiez en préparation que le gouvernement avait tendance à inciter d'abord pour réguler ensuite. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines années, à votre avis? C'est pas spécifique au gouvernement français, hein, c'est spécifique à toute organisation ou toute autorité, hein, mais on mesure, et quand on a bien mesuré, on est en mesure de contraindre. Et là, aujourd'hui, on est sur la phase où les bilans carbone deviennent obligatoires pour un certain nombre d'acteurs. Au début, c'était que les très grandes entreprises. Le grain est en train de descendre progressivement. On voit des mesures d'incitation au changement ou au bilan carbone, même en agriculture. Des mesures de contrainte qui viennent notamment des marchés publics, qui viennent imposer non seulement un bilan carbone. Par exemple, nous, quand on répond même à notre échelle, hein, quand on répond à un marché public pour qu'un ministère, par exemple, compense ses émissions, on nous demande notre propre bilan carbone. Et donc, demain, on sera sur la contrainte. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une fenêtre d'opportunité d'aller valoriser de l'effort volontaire. Alors certes, il peut y avoir de la frustration pour des gens qui ont déjà fait des efforts et qui ne rentrent pas dans le mécanisme des crédits carbone qui nécessite une amélioration entre un point A et un point B qui va être tracé. Mais ces gens en avance aujourd'hui, demain, ça leur permettra aussi de rentrer dans des cahiers des charges plus facilement ou d'éviter et d'échapper à des contraintes. Je pense notamment à l'évolution de la PAC et à certaines conditionnalités qui pourraient être mises en œuvre. D'accord, donc on peut s'attendre à un durcissement des critères environnementaux dans l'ensemble des critères de choix, de financement, que ça soit privé, public. Vous avez l'air de tous partager. On va passer à la partie finale, donc un peu plus sur les conclusions que chacun vous allez pouvoir apporter. Quel message principal vous voulez faire passer aujourd'hui par rapport à ce sujet du carbone en agriculture pour que ça marche, que ça soit déployé sur le terrain, peut-être plus vite pour atteindre les objectifs de neutralité? Martin, peut-être en premier. Tu parles de déployer sur le terrain plus vite. Si on fait appel à cette notion de cohérence, ça nécessite d'avoir une bonne connaissance de tous les acteurs au niveau d'un territoire. On ne l'a pas évoqué vraiment, mais je crois que la partie sur la transition, mes collègues je trouve, ont très bien parlé du sujet, et je vous en remercie, parce qu'en fait, quand on accompagne une exploitation agricole, il ne faut pas juste dire « allez, on va tout retransformer l'exploitation, il faut aller là-dessus ». Il y a 3 niveaux, et notre R&D, elle est bâtie là-dessus. Le concept ESR, efficience, substitution, reconception. On aime bien ce concept-là parce qu'on travaille tous les niveaux du changement, et c'est comme ça qu'on initie un changement. On ne crée pas une rupture pour créer une rupture, parce que ça, c'est bête et méchant.
En gros, l'idée, c'est de dire comment je peux optimiser les pratiques que j'ai déjà, et ça, il faut le travailler. Est-ce que je peux remplacer une pratique par une autre plus vertueuse, mais ça nécessite techniquement que je me forme, d'où l'importance des animations collectives, des réseaux d'agriculteurs, du benchmarking. Et après, il y a la notion de reconception. Et là, il ne faut pas laisser les choses au hasard. Et je terminerai là-dessus. Je vais prendre un exemple récent, réel. On réfléchit des nouvelles filières, des nouvelles cultures avec des collègues qui travaillent spécifiquement ces sujets. On a des plateformes de démonstration. Aujourd'hui, une pomme, ça vaut une vingtaine de centimes le kilo. Donc, on faisait des BP, on prend un SMIC. Aujourd'hui, un agriculteur qui s'endette pour 30 ans, qui va travailler plus de 50 heures par semaine pour toucher un SMIC à la fin, déjà, ça c'est no-go. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux agriculteurs de faire quelque chose que personne ne ferait. Il faut qu'il y ait une forme de rémunération de l'effort qui est fait et surtout de réfléchir des filières. Et c'est pour ça que dès le départ, c'est on y va ou on n'y va pas. On y va si derrière on peut garantir qu'il y a une forme de sécurisation du prix à l'agriculteur et une forme d'indexation sur ses coûts de production. Et on travaille ces sujets, d'ailleurs en collaboration pas mal. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est donner des visions à 10, 15, jusqu'à 40 ans pour certaines filières, avoir une réflexion plus long terme pour sécuriser l'agriculteur. C'est vraiment là-dessus que je voudrais terminer. Merci. Thomas ? Je rejoins Martin, il faut une vision systémique, une approche progressive, et puis ce qui est important à l'échelle plus largement du marché carbone, pas uniquement de ce que font les agriculteurs, c'est la transparence pour avoir de la confiance. Et donc là, je rejoins aussi Mathias sur la traçabilité, Amandine sur l'accompagnement. Donc je pense que l'enjeu, il est là pour qu'on puisse massifier le fléchage de financement vers les agriculteurs. Amandine ? En fait, je ne vais pas être originale, mais je vais reprendre une partie des conclusions de mes deux collègues. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté chez Serre France BFC, c'est que vraiment, les clients sont en demande sur le sujet environnemental. Donc ça, c'est déjà un point, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a du financement. On parle des crédits carbone. Je vous ai parlé de la région en tout début de débat. Il y a des financements. Et on est toujours dans quelque chose de volontaire, ce qui petit à petit ne sera plus le cas. En tout cas, si la France n'est pas au rendez-vous au niveau des objectifs de neutralité carbone de 2050, on ne va plus être sur de l'incitatif, on va être sur de l'obligatoire. Et ça, il faut quand même en avoir conscience. Donc quand on commence sur une base volontaire, c'est toujours quand même un peu plus facile que quand on est dans la contrainte. Oui. Voilà. Donc l'aspect méthodologique qu'a rappelé Thomas, moi je pense qu'il faut absolument se faire accompagner d'opérateurs de confiance dans les territoires, d'opérateurs connus qui peuvent accompagner les agriculteurs dans ces réflexions. Et ça, dans l'objectif de donner confiance aux acheteurs aussi in fine. Merci. Mathias ? Je poursuis sur la confiance. Voilà, bien sûr, c'est assez important. Derrière, c'est aussi des évolutions sur les échanges de données. Donc, c'est tout ce qui touche à l'intermédiation. Et il y a encore du travail à faire, c'est certain. Donc, il y a encore des démarches à construire sur l'ensemble du périmètre agricole. Donc ça, c'est en cours et j'espère que ça évoluera assez vite pour fluidifier tous ces échanges, pour favoriser aussi ces notions de confiance. Et puis, il y a aussi d'autres technologies qui vont arriver. C'est un peu mon dada, mais qui vont arriver et qui vont accompagner cette transformation plus rapidement, plus facilement, avec des moindres coûts et une moindre empreinte. Merci à tous les quatre. Donc ces échanges ont répondu à la question carbone en agriculture. Les entreprises et les agriculteurs se sont-ils rencontrés ? On a vu qu'il y avait des actions concrètes sur le terrain qui le permettaient, que les acteurs de l'agriculture accompagnent leurs agriculteurs et les questionnent pour avoir une démarche globale à l'échelle d'un territoire, mais également à l'échelle de l'exploitation et y aller uniquement si c'est économiquement rentable et viable. Du côté des entreprises,
entreprises, il y a beaucoup de questions aussi d'engagement en termes de décarbonation de leurs propres activités, de compensation, avec tous ces sujets autour de la confiance, la traçabilité, les données et les nouvelles technologies qui vont permettre de garantir tout ça. On n'a pas parlé de la blockchain, mais ce sera peut-être le sujet d'un prochain échange. Ça peut être une technologie qui peut répondre aux attentes des entreprises. On a de nombreuses plateformes aussi qui se développent pour pouvoir gérer ce marché de crédit carbone. Voilà, pour les quelques éléments de conclusion. Je vous remercie tous les 4 de votre participation aujourd'hui et j'espère que ces échanges et ces questionnements auront pu inspirer les entreprises qui souhaitent innover sur le sujet du carbone et puis également l'ensemble des personnes curieuses sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Isla. Merci.